Audio Jungle. Lundi du 7 août 2026, messieurs et dames, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal. Pendant les vacances, plusieurs étudiants mettent à profit cette période pour effectuer des stages au sein de différentes entreprises et institutions publiques et privées, une immersion professionnelle qui leur permet de confronter les connaissances théoriques acquises à l'université aux réalités du monde du travail. Cette pratique s'inscrit notamment dans l'esprit du système LMD qui accorde une place importante à la formation pratique. Abdelaziz Bouaboua. Pendant les vacances, plusieurs étudiants et étudiantes se mobilisent pour effectuer des stages dans différentes entreprises. Cette pratique s'inscrit dans la prescription du système LMD adapté en République démocratique du Congo il y a quelques années. Il vise notamment à favoriser l'immersion des étudiants dans le monde professionnel dès les débuts de leur parcours universitaire. Pour certains étudiants, cette première expérience professionnelle constitue une occasion de découvrir et de mieux comprendre les réalités du monde du travail. Là, nous sommes en train de passer nos stages et moi, je passe mon stage au cabinet de huissier de justice. Comme c'est ma première fois, en tout cas, pour dire la vérité, je ne savais pas comment est-ce que les stages se passent. Ils m'ont très bien accueilli et je reçois l'encadrement qui me plaît beaucoup. Ils m'ont parlé de huissier de justice, ils m'ont parlé de huissier de justice assermenté, ils m'ont parlé de la cour d'appel et tout ce qui concerne le droit, la procédure civile et pénale aussi. Puisque c'est ma première fois d'effectuer les stages, je suis encadré par M. Pacifique, qui est journaliste au sein de l'Écopolis. Et puis ça se passe bien. Vu que c'est la première expérience pour moi, je trouve que c'est mieux pour que nous puissions agrandir nos connaissances et puis déjà avoir la maîtrise de comment est-ce que ça va se passer. Et du coup, pour moi, ça se passe très bien. Et puis j'ai appris comment se passe le journalisme, comment est-ce qu'il faut effectuer les interviews, et puis comment est-ce qu'il faut traiter les sons, et puis comment est-ce qu'il faut faire passer les journaux sur la télé et puis la radio. Du coup, pour moi, ça se passe vraiment bien. Pour ce qui concerne les stages, je dirais qu'on a eu à passer à voir comment se passent les audiences, les procès. On nous a appris comment se passe sur la matière pénale et la matière civile. On a eu des encadreurs, tels que l'encadreur qui nous montre comment se passe la matière civile, tout comme la matière pénale. Il faut noter qu'à chaque étape de leur parcours académique, les étudiants sont appelés à effectuer des stages pendant les vacances. Une manière pourrait de joindre la théorie apprise à l'université à la pratique professionnelle. Autre chose, messieurs et dames, c'est une visite officielle qui fera date dans l'histoire de relations entre la République démocratique du Congo et le Gabon. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a séjourné le week-end dernier au Gabon pour une visite de travail. Une certitude de l'axe Kinshasa-Libreville qui se renforce, marquée par l'annonce historique d'une exemption réciproque de visa et une alliance économique autour du modèle industriel gabonaise. Suivez ces commentaires signés Abdelaziz Bouaboua. En visite de travail et d'amitié à Libreville au Gabon, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu le samedi 15 août 2026 par son homologue gabonais, Brice Clotaire Olingi Nguema. Au cours de cette première journée, les deux chefs d'État ont aussi supervisé la signature de plusieurs accords de coopération entre la République démocratique du Congo et le Gabon. Ces accords portent notamment sur les consultations politiques et diplomatiques régulières, l'exemption réciproque des visas, ainsi que la coopération générale entre les deux pays. Nous avons eu des échanges très intéressants et je ne vais pas revenir dessus, vous aviez vraiment bien détaillé les choses, mais nous avons mis un accent particulier sur la nécessité de paix et de stabilité. Car sans ces deux éléments, la paix et la stabilité, il faut oublier le développement. Je me réjouis d'avoir, à travers le président
Oligui Nguema un partenaire à la fois pour la paix et pour le développement. Il a exactement la même vision que moi sur ce qu'il faut faire pour nos pays. Donc, commencer d'abord à davantage resserrer nos liens, nous appuyer sur ce que nous avons en commun afin de le solidifier, de le renforcer et ensuite répondre aux besoins de nos populations. Sur le plan politique, Félix Tshisekedi a également échangé avec la diaspora congolaise présente à Libreville. Les discussions ont notamment porté sur le processus de paix de Washington et de Doha, ainsi que sur le projet de dialogue national inclusif. Et pour développer un pays comme le Congo, il faut qu'il y ait une cohésion nationale. On ne peut pas diriger ce pays dans la division. On ne peut le diriger que dans la cohésion. Et donc j'avais tendu les bras à tous ceux qui voulaient venir comme compatriotes pour le dialogue. Une autre occasion que nous offrons pour provoquer cette cohésion nationale. Voilà pourquoi il y a ce dialogue. Dans les jours qui viennent, normalement, je vais m'adresser au peuple congolais pour expliquer les tenants et les aboutissants. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que ce dialogue ne ressemblera en rien à tout ce qu'il y a eu comme dialogue dans notre pays. Rappelons que cette visite s'inscrit aussi dans le cadre de la célébration du 66e année de la cession de l'indépendance du Gabon. C'est lundi 17 août 2026. Et puis, nouveau bras de fer politique en République démocratique du Congo face au projet de révision de la Constitution. La coalition C64 tape du poing sur la table samedi 15 août dernier à Kinshasa. C'est Jean-Marc Kabound qui a pris la parole pour annoncer une grande marche nationale le 15 septembre prochain. L'opposition appelle à bloquer ce qu'elle qualifie de dérive autoritaire. Abdelaziz Bawa nous en dit plus. L'annonce faite par la coalition C64 le week-end dernier marque un tournant décisif dans le paysage politique congolais, illustrant une cristallisation des tensions à l'approche des échéances de 2028. En choisissant la date symbolique du 15 août 2026, jour de l'expiration de l'ultimatum pour le pouvoir, et lancer une nouvelle phase de confrontation. Jour de l'expiration de l'ultimatum au pouvoir et lancer une nouvelle phase de confrontation politique. La mobilisation portera un message sans équivoque. Aucune révision, aucun changement de constitution, aucun référendum, aucun artifice juridique ne peut servir à contourner l'article 220, à neutraliser la portée de l'article 70 ou à ouvrir, sous quelque forme que ce soit, la voie à un troisième mandat de M. Félix Tshisekedi. En annonçant une grande marche nationale pacifique pour le 15 septembre 2026, l'opposition jette ses forces dans la bataille contre ce qu'elle qualifie de dérives constitutionnelles. Cette déclaration repose sur trois axes majeurs qui redéfinissent le paysage politique congolais à l'approche des grandes échéances. En somme, la déclaration de la C64 fixe les règles du jeu politique pour les semaines à venir. Le 15 septembre 2026 s'annonce déjà comme un test de popularité et de légitimité crucial, tant pour l'opposition qui doit prouver sa capacité de mobilisation. Et puis, lors de sa dernière sortie médiatique le week-end dernier, le leader de l'opposition congolaise, Martin Fayulu, a posé ses conditions pour l'ouverture du dialogue national. Le président de l'ESTID exige l'inclusion de figures clés de l'opposition et de la scène politique comme Joseph Kabila et Corneille Nangaa pour garantir la vérité et la cohésion nationale. Une réponse directe à la coalition C64 qui annonce déjà une grande marche le 15 septembre prochain contre tout projet de révision. Suivez cet extrait choisi pour vous par la rédaction. La participation de Joseph Kabila et de M. Nangaa.
Ils sont partis de nous. Kabila a dirigé ce pays. Son statut, vous le dites comme vous voulez, et il a dirigé ce pays. Il est là. Ils ont dit que celui qui arme, celui qui finance le M23 à l'AFC. Mais il doit venir. Il doit venir pour dire pourquoi il le fait, quel est le problème. Nanga, il était président de la commission électorale nationale indépendante. C'est lui qui a proclamé Tshisekedi comme gagnant alors que Tshisekedi n'aime pas. Bon, maintenant, il est là, il a pris des armes contre le pays. Il tue ou il fait tuer ses frères et sœurs, ses semblables qui ont, comment dire, le sang humain comme lui, qui sont les ressortissants du même pays que lui. Il faut qu'ils viennent, qu'ils disent pourquoi il a fait ça. Et puis comme on dit, les linges sales se lavent en famille. Non, c'est là. Moi, il m'a fait du tort. Ils m'ont causé du tort. J'ai pardonné. Ok? Parce que on dit si un chrétien a deux valeurs seulement. La première, c'est l'amour, et la deuxième, c'est le pardon. On a pardonné. S'ils ont des griefs contre Tshisekedi, contre le pays ou contre... Mais si on se parle, on peut laver les mains. On se dit, et c'est comme ça que nous disons, nous mettons ces dialogues sous le signe, sous le thème des vérités. On se dit des vérités, et en vérité, il y a la justice, et après, réconciliation, on se réconcilie, et on dit cohésion nationale. Congo écologo, merci. Quittons la politique pour parler du football dans cette session d'information sur Ecopolis Télévision. C'est un jour historique pour le football africain et une consécration gravée en lettres d'or longtemps maudite avec 3 finales perdues. Les Lions indomptables du Cameroun sont montés sur le toit de l'Afrique pour la toute première fois de leur histoire. À Rabat, elles ont surclassé le Malawi 3-0. Le Cameroun sur le toit de l'Afrique. Aux abords du stade à Rabat, les supporters des Lions indomptables exultent. Je suis vraiment content ce soir. Le Cameroun est champion d'Afrique. Pour la première fois, l'équipe nationale féminine est champion. On a vraiment battu pour cette équipe. On s'est battu, on est ici. Aujourd'hui, au Maroc, on est les premiers à être champions. Dans cette fan zone de Blantyre au Malawi, l'euphorie a rapidement laissé place à la désillusion. Beaucoup y croyaient, mais qu'importe, le parcours du Malawi jusqu'en finale est déjà historique. La défaite en finale est décevante, mais nous sommes tous très fiers de leur parcours. L'expérience en finale de coupe est un atout précieux. C'est un exploit historique. Un tel résultat est inédit au Malawi et en Afrique. Le Malawi est désormais une nation incontournable du football féminin. Après avoir échoué sur la dernière marche en 2004, 2014 et 2016, la fin de la malédiction pour les Lions indomptables à l'issue d'un match à sens unique, car tout s'est joué lors de la première période dès la 20e minute. Sur son centre second poteau. Oh la barre transversale, non. Cette fois-ci c'est poussé au fond. L'ouverture du score par Ngamanga sur un centre venu de la droite et ce but à bout portant après l'erreur de la gardienne malawite Sikelo. 10 minutes plus tard, Naomi Eto'o double la mise avec une frappe décroisée sur corner à la 30e minute. Pouton s'est mal dégagé. Oh la frappe au pivot. Juste avant la pause, le doublé de la tête, celui de Ngamanga dans un but déserté par la défense malawite. De quoi conforter les Lions jusqu'à la fin. Sikelo et le 3-0. Au coup de sifflet final, la foule acclame le président de la Fédération camerounaise de foot, Samuel Eto'o, et la fierté de Marie-Gisèle Ngamanga après son doublé. Champion d'Afrique, femme du off. Cette image restera historique face à un public en liesse. L'occasion de rappeler aussi que le football féminin a davantage besoin de soutien. Et puis, 2 images de détresse absolue nous parviennent de Bujumbura à plus de 100 000 réfugiés congolais ayant fui les violences au sud du Kivu s'entassent désormais dans les camps Bousouma, privés d'eau potable et d'abri décent. Ils font face à une épidémie de choléra qui s'avère déjà mortelle. Face à cette asphyxie humanitaire, de milliers d'entre eux tentent un retour désespéré vers la République démocratique du Congo. À quelques 200 km à l'est de Bujumbura, moins d'un an après sa création sur un terrain dépourvu de toute infrastructure, Bousouma est un camp en détresse.
Conçu à l'origine pour 20 000 personnes, il abrite encore aujourd'hui 53 000 réfugiés congolais, dont 20 000 enfants. Malgré les efforts des travailleurs humanitaires et du Haut-Commissariat aux réfugiés, sur ces collines battues par le vent et le froid, le manque de tentes neuves, mais aussi d'eau et de nourriture, rend intenables leurs conditions de vie. Je souffre beaucoup. Mes enfants ne sont pas en paix, même la nuit. Chaque jour, on tombe malade. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Comment faire avec 13 000 francs pendant tout un mois qu'on nous ramène au Congo? Ici, nous mourrons de faim. Tous les réfugiés de Bouzouma demandent aux autorités burundaises et congolaises de les ramener chez eux. Ici, la vie est très mauvaise. Les enfants n'étudient pas et voilà la rentrée scolaire qui approche. Nous voulons rentrer au Congo. Depuis qu'ils ont fui l'offensive de l'AFC M23 au sud Kivu voisin il y a 9 mois maintenant, l'immense majorité de ces réfugiés congolais partagent le sentiment d'être pris au piège dans ce camp, prisonniers d'une situation inextricable. Certes, le groupe armé opposé à Kinshasa s'est retiré d'Uvira depuis la mi-janvier, mais ces hommes se sont repliés dans les villes alentours comme par exemple Kamanyola, Luvungi au nord ou encore Fizi au sud, et où ils affrontent encore régulièrement les FARDC. Des affrontements qui empêchent, selon les autorités burundaises, de laisser partir les réfugiés congolais. Personne ne peut s'engager à envoyer des gens dans des zones où il y a encore des affrontements. Parce que bien sûr, c'est vrai, ça va prendre le temps, mais je pense qu'il faudrait aussi nous comprendre. Votre sécurité, vos vies importent plus. Tandis que sur place, les travailleurs humanitaires font face à la colère et à l'incompréhension, le HCR se démène pour compenser dans l'urgence l'insuffisance de l'aide internationale. Pour l'heure, l'agence onusienne n'a obtenu que 30% des quelques 33 millions de dollars nécessaires au fonctionnement de Bouzouma. Nous savons que les conditions de vie sont très difficiles au niveau de Bouzouma et nous continuons à faire du fundraising, la recherche des fonds auprès de différents donateurs pour contribuer à l'amélioration des conditions de ces réfugiés. Dans un récent communiqué, le Programme alimentaire mondial, le PAM, a prévenu, sans nouvelles ressources, les distributions alimentaires essentielles aux réfugiés congolais cesseront totalement à partir d'octobre prochain. Et c'est par cette note informative de détresse absolue que nous mettons à terme à cette session d'information sur Ecopolis Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bon début de la semaine chez vous.